My sister. Okay. How old is she? 14. Is she talking to you? No. She's not talking to you? No, we're not even talking of blood. She's talking of blood. And what's her name? Alana. A-L-A-N-A. Alana, can you hear me? Alana? En mai 2010, les Callahan, une famille de militaires, s'installent à Harlem, Géorgie, États-Unis, afin de goûter à la tranquillité de la vie rurale. Les parents, Paul et Betty, désirent que leurs 6 enfants puissent s'amuser dehors dans la nature, au grand air. Harlem est une petite bourgade pittoresque de 2600 habitants en 2010. Selon le site de la ville, Harlem offre une atmosphère de communauté, tranquille et soudée. La ville est connue pour son festival annuel Oliver Hardy, qui célèbre l'acteur qui y est né. En somme, Harlem offre une atmosphère résidentielle paisible tout en conservant son charme méridional. C'est donc dans une maison de plain pied, entourée d'arbres et de verdure, que s'installent les parents Callahan et leurs 6 enfants, Jason, Hailey, Amanda, Alana, Paul Jr. et Chase. Tout le monde s'entend bien et la vie de famille est harmonieuse. Chacun respecte les règles de la maison. Pas de chaussures à l'intérieur, être habillé correctement pour le dîner, aider aux tâches ménagères, entre autres. Alana a 14 ans. C'est une jeune fille drôle et joyeuse, qui a toujours le mot pour rire et qui est toujours là pour les autres. Elle est douce, amicale, gentille et aimante. Elle adore ses frères et sœurs, et ils le lui rendent bien. La fratrie est vraiment soudée. Les enfants Callahan ne tardent pas à se faire des amis dans le coin, notamment leur voisin, Aaron, 14 ans. D'après Amanda, la grande sœur d'Alana, Aaron est un garçon très gentil, toujours disponible pour aider, comme couper du bois ou tondre la pelouse. Il passe beaucoup de temps chez les Callahan et respecte consciencieusement les règles de la maison et à ce titre, il est accueilli les bras ouverts, comme un fils. Aaron trouve en les Callahan la famille qu'il n'a jamais eue. Aaron n'est pas élevé par ses parents, mais par sa grande sœur. Avant cela, il a été ballotté par le service de protection des enfants pendant longtemps, sa mère étant une toxicomane et son père purgeant une longue peine de prison. La vie chez lui n'est pas très joyeuse. Il est sujet aux violences verbales et physiques et vit dans une maison assez délabrée. Mais Aaron tient le coup, et quand il rencontre les Callahan, il retrouve un peu de joie de vivre. Il adore passer du temps chez ses voisins, il a l'impression de faire enfin partie d'une famille. Tout se passe bien pendant 8 mois. Aaron et Alana se rapprochent. Ils décident de sortir ensemble, mais leur couple ne dure pas plus d'1 mois, car le pasteur d'Alana lui dit qu'elle est trop jeune pour une telle relation. Alana l'écoute et met un terme à sa relation avec Aaron, mais ce dernier ne s'offusque pas. Il comprend et ils restent bons amis. Enfin, c'est ce qu'il lui dit. Le 26 février 2011, Alana rentre de l'école quand elle s'aperçoit que la porte d'entrée est entr'ouverte. Effrayée mais courageuse, elle pousse doucement la porte et entre dans la maison, se dirige vers la cuisine pour prendre un couteau au cas où elles doivent se défendre et se met à la recherche d'un potentiel intrus. Elle entend du bruit. Elle est terrifiée mais elle continue, pas après pas, d'avancer. Quand tout à coup, Aaron saute hors de la salle de bain en criant, juste devant Alana pour lui faire peur. Une farce, dit-il, mais Alana ne rigole pas. Elle a eu la peur de sa vie. Quand sa grande sœur Amanda et sa mère rentrent finalement à la maison peu de temps après, elle tombe sur Alana, mal à l'aise, et Aaron, toujours présent. Quand Alana leur raconte ce qu'il s'est passé, elle demande à l'adolescent de s'expliquer, et il répond simplement que la porte d'entrée avait été laissée ouverte. Mais Betty, la mère, sait que c'est faux. Elle verrouille toujours soigneusement la porte avant de partir. C'est une habitude, il y a des animaux dans la maison, donc jamais elle n'aurait pu oublier. Mais Aaron n'en démord pas et affirme que la porte était ouverte. Betty lui dit qu'il ment, et à partir de ce moment, perd confiance en lui. Elle lui dit que dorénavant, il ne pourra venir à la maison que si elle ou son mari est présent. Aaron est furieux. Comment ose-t-il le mettre à l'écart de cette façon ? Lui qui pensait qu'ils étaient sa famille. Si c'est comme ça, tant pis pour eux.
il n'y retournera plus. Le 31 janvier 2011 est un jour comme les autres pour la famille Callahan. Cet après-midi-là, Paul est en mission militaire hors de l'État. Betty travaille à l'hôpital comme infirmière. Jason et Ellie, les deux aînés, ont quitté la maison et vivent ailleurs. Amanda est rentrée du lycée en début d'après-midi et regarde la télévision, puis monte dans la voiture familiale pour aller chercher Alana au bus, situé au bout de l'allée. Aaron apparaît alors et apprend à Amanda qu'il n'est plus autorisé à venir les voir pendant les 2 prochaines semaines. Amanda acquiesce. Après tout, que peut-elle lui dire d'autre ? Après avoir récupéré Alana, les 2 jeunes femmes rentrent chez elles. Amanda retourne devant la télévision et Alana s'installe sur l'ordinateur pour aller sur Facebook. 20 minutes plus tard, Amanda repart à l'arrêt de bus pour aller chercher Chase. Quand elle est de retour, 10 minutes après, elle voit que les chaussures d'Aaron sont posées à l'entrée, à côté des bottes d'Alana. Du coup, Amanda est un peu contrariée. Normalement, Aaron n'a pas le droit de venir chez eux si l'un des parents n'est pas présent. Elle appelle sa sœur, mais aucune réponse. Elle se dirige vers l'ordinateur et constate que c'est le bazar. La chaise est renversée, la porte-fenêtre arrière est grande ouverte et il y a des grosses taches rouges sur le bureau et le sol. À ce stade, Amanda est furieuse. Elle a passé l'après-midi à nettoyer la maison. Elle appelle encore sa sœur en criant, mais toujours rien. Ni Aaron, ni Alana ne daignent répondre. Amanda ferme la porte-fenêtre, énervée, et la verrouille. C'est là qu'Aaron se présente à la porte d'entrée et crie que quelqu'un a enlevé Alana. Il dit qu'il a vu quelqu'un partir en courant de la maison. Amanda panique, elle lui demande de quel côté il est parti, et Aaron répond qu'il a pris la direction des bois. Amanda se rue dehors, accompagnée par son petit frère de 8 ans, Chase, et Aaron, qui les suit. Aaron déclare rapidement avoir repéré Alana, indique une certaine direction et conduit Amanda et Chase jusqu'à elle. Alana est allongée par terre, inconsciente. Elle a une grosse blessure sous son menton. Amanda hurle et se précipite sur sa sœur, qui ne répond pas. Elle commence à pratiquer les gestes de premier secours alors qu'Aaron tente de retirer un bâton des cheveux d'Alana. Amanda lui crie d'arrêter car cela a pour conséquence de faire couler le sang de la blessure au menton de sa sœur encore plus fort. Aaron lui apprend alors qu'il y a un trou à l'arrière de la tête d'Alana. Amanda tente en vain de ranimer sa sœur et appelle la police. You found who in the woods? My sister. Okay. How old is she? 14. Is she talking to you? No. She's not talking to you? No, they're not. She's coughing up blood. She's coughing up blood. And what's her name? Alana. A-L-A-N-A. Alana, can you hear me? Alana? There's a hole in her chin? Yes. Do you know who the people were? No, I don't know anything. You didn't see what kind of car or what they look like? No, they were in the woods somewhere. Are you still in the driveway at your house? I'm in the driveway. I'm in a trail. Right behind the house. Is she talking to you yet, or No, she won't. is she breathing? No. No, she's not breathing? No. Okay, hold on 1 second. The ambulance service. Gold Cross had a lady on the phone that needs CPR instructions for her sister. It's at Miles Road. I believe y'all already notified. Yeah. What's going on? Ma'am, I don't know what happened. I went to go get my brother and now I come back and she was gone. I found her in the woods. Her baby. My little sister. À l'arrivée des officiers, Alana est déclarée morte sur les lieux. Les policiers, qui ont suivi la trace de sang provenant de la maison jusqu'au corps d'Alana, leur apprend que tout est maintenant considéré comme une scène de crime. De son côté, Betty, au travail, reçoit un appel comme quoi sa fille a été blessée. Ni une ni deux, elle saute dans sa voiture et arrivée chez elle, elle voit Aaron appuyé sur une voiture de police et Amanda et Chase sur le porche, discutant avec un policier.
Finalement, les policiers lui apprennent qu'Alana est décédée. Les policiers récupèrent rapidement le témoignage d'Aaron et lancent tout de suite l'alarme. Il y a un tueur en liberté. Il faut le retrouver. Mais quelque chose les fait tiquer dans le comportement du jeune homme. Il n'apparaît pas choqué, il ne pleure même pas. En fait, il ne manifeste aucune émotion. Pire, les policiers voient bien qu'à un moment, il se force à pleurer et qu'entre chaque faux sanglot, il regarde autour de lui pour vérifier si on l'observe ou pas. Le criminologue David Wilson explique ce comportement par le fait qu'Aaron n'a pas les émotions appropriées pour la situation ou les émotions que les autres, qui ont vécu la même chose que lui, ressentent. Il sait qu'il devrait pleurer mais il n'y arrive pas, donc il choisit de faire semblant pour coller au comportement des gens autour de lui. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'émoussement affectif ou l'affect plat. C'est un état marqué par une réactivité émotionnelle réduite. Une personne avec un affect plat n'a pas ou presque aucune expression émotionnelle. Elle peut ne pas réagir du tout à des circonstances qui évoquent généralement des émotions fortes chez les autres. D'autres caractéristiques typiques sont la rareté des gestes expressifs et une expression faciale ou une intonation peu animée. En tous les cas, étant les deux seuls témoins de la scène, les détectives demandent à interroger Amanda et Aaron. Amanda, bien que dévastée, a un récit clair et cohérent. Une fois qu'elle a raconté son histoire, les enquêteurs sortent de la salle d'interrogatoire pendant un moment, sûrement pour parler à Aaron. Puis ils reviennent et lui demandent à nouveau de raconter l'enchaînement des événements, comme pour comparer sa version à la version d'Aaron. Voici la version d'Aaron. And I came right through there. Well, it was really close to the house. And I just went up there, but I couldn't catch up with Amanda because she was heading off. So where were you at when you started? Well, up at the top of their road. Because stop and tell Amanda I couldn't be able to go to their house. Okay, and then you did what? And I went right back down to my house. But when I got around a little curve, I seen him jump over the cable and kept on running. This cable? Yes, sir. Okay. And So what did you do? So I just went right through the trails, and I just went on through here to this back trail. And I stopped, and I didn't see nobody in their backyard or anything, but I noticed the back door was open. And I wasn't paying too much attention about it, anybody trying to break in. So I just decided to turn it back around, and I'm going to scan around to that field, and I scan out to the bottom, through that trail. And just scanning out. And you ended up where? I ended up at the bottom of the creek, and I came up, and I was looking around, didn't see anybody. So I lived up here and went to the backyard and went to Amanda. Tried to catch up with Amanda, but she was already leaving. So after you try to make contact with Amanda, and you realize she's too far up the road for you to make contact with, you do what? So I just stopped and I turned around to see if Alana was home. Okay. But that's when I seen that tallish, blackish dude, but he ain't black, he's white. Okay. But I seen his face. All right. Ran, or where did he ran? You said back down toward the He creek? just ran down here to the creek. To it. So he ran for the back of the house, Yes, sir. outside yard and down the rest of the that. driveway, Yes, sir. Down to the Okay. creek. and you went where? I was looking to see if anything was disturbed. Because I wasn't going to chase him because I couldn't really run for him. Okay. So where did you check for things being disturbed? The Callahans, they leave their door open. All I do is open the door and say, "Hello, I'm here." Mm-hmm. Well, that's what I did, but the computer chair was tipped over and I've seen a bunch of red, Mm-hmm. and that got me kind of worried and kind of thinking that something happened. But Okay. at first I thought Alana had spilled her Kool-Aid and was running around, but no one answered, and that's when something popped up in my head that something bad happened. And I went up there and looked at the back door and looked around. There was more red and leading out to the back. Mm-hmm. That's when Amanda was coming back up. I was looking around looking around in the yard, and Amanda asked why I was still back in the yard. I said I seen somebody run up into my yard, that back area, Mm-hmm. and I was seeing if y'all was there, but I can't find Alana. Okay. Take a second. You're inside the house. Okay. You walk in the front door. What did you do when you walk in the front door? I noticed
Well, I took off my shoes because you can't walk in the house with the shoes on the carpet because that's maybe a little. Okay. So I went out there and looked around, and I was looking around. I was too figure out with my shoe because I saw a bunch of red and I saw that black trail. That's why I wasn't too worried about it until I ran down the trail and looked down that way, and I saw something bluish, and that's when I seen Alana, and I went up to see if she was all right, and she wasn't moving or nothing. She had all her red face. So, I was looking around, and Amanda was already pulled up and was coming up already in, and when I was looking around, and I went back around the front, got my shoes on, and I said, I don't know where Lana is. one of the things that we did is we had dogs come out. I don't know if you saw them or not. We had not one but two dogs go all over that area, from the back of the house all the way back down that trail. And you know one thing they didn't find? They didn't find a trail. The dogs kept kind of looping back around back to the house. And I'm trying to wonder if there was another person down there besides you. Footprints, not nothing. And you know how muddy it was. I mean, you see all this mud right here. All kind of footprints and stuff down there, but get off down in that muddy area down there around that creek, but there was nothing. So unless this person evaporated, where does that lead us back to? It almost leads back to me. Is there any chance that maybe there wasn't that second guy, that other guy? I mean, people don't just evaporate into thin air. I know what you're saying, but I know I wouldn't hurt Alana. And one of those huge pieces of the puzzle that didn't fit was that fact about the guy. But the other one is, you know, we can kind of tell that this is not something that we think it was just a malicious deal. I mean, truth be known, it could have been an accident. I can't do stuff like that. You can't do stuff like what? Try to hurt her. She's actually the nicest person I almost know. There's nothing we've got right now to show that there was a man there, period. Nothing. And on top of that, how would somebody know to come down there with just this blazing streak of luck to get down there and to get in and get out and get gone in 10 minutes? That's another thing that really just don't add up. And you supposedly running all over there too. I was looking everywhere for him. But you never crisscrossed, did you? I've never seen him. You never seen him again after you said you saw him jump the fence and then you saw him up there at the back door. You never saw him again, right? Not again. Yeah. We're talking a minute, 2 minutes. Yeah, at the If most. she leaves, I mean, Alana's there. If she leaves, gets in the car, pulls down the road. You're showing up. So how's this guy already in the house? She knows you were there, and you went directly in the house, and you didn't see him, and you didn't see Alana. Nope. I mean, there was no There was no 10 minutes. anybody to be there. There was no time for anybody to be there. It's kind of sounding like y'all trying to say that I did something that I know I didn't do. I wouldn't be sitting here. I would have already confessed a long time ago that I did something which I won't do because I don't do that. I don't. You call for GSR. Yeah. Right-handed or left-handed? Right. Like this. Gunshot residue kit. Well, let's go and get it all over. Why is that? Because just 2 days ago and yesterday, me and my cousin were target practicing. Oh, really? Yes, sir. Well, how'd you get that on your finger? I clipped my finger in a fence. Oh, really?
today. I was getting my dog, his dog collar, because it snapped the other one. Right. So I went and got him a new one. It's hard to say. Yeah. Gotcha. If this powder right here that I just took off your hands, if it comes back as the same powder that's on that girl in there, then there's a problem. So it don't matter if you tell me you shot a gun yesterday. I ain't worried about that. Apparemment, le fait d'avoir été testé pour les résidus de poudre lui a mis un coup de pression, car Aaron décide de changer de version. Écoutons ce qu'il a à dire. Did not shoot the gun. Okay. I was actually trying to stop it. Well, I did see the person jump it, the fence and everything. I kind of did do that, but I went straight to the house. But when I went in, and a gun was shot. And when that happened, he pointed the gun at me and I got scared. I'm sorry for lying at y'all. Who had the gun? True, I don't know his name though. But I was not the only person there, I swear to God. If I had a video camera, I would have put it on. Let me see something. Let me sit down. Let me see. No, lift him up. Lift him up. Lift him up. Okay. Here's yet another piece of the puzzle. How is it you get blood on top of your feet walking around on it in the floor? What's going to happen if they find that gun? And it's got your fingerprints on it, and on top of that, it's got gunshot residue on your hand. How are we going to explain that? I'm sorry. I think you are. I'm sorry, but I did not shoot her. Did you see it happen? Yes, sir. How I did it had to happen? ditch the weapon, You had to ditch the weapon? sir. Where did you ditch the weapon at? It's over there near the dirt, those bushes near the truck. But I had to help him move the darn body. I didn't want to. I treated him like him. Mm-hmm. He kept on aiming a gun at me though, and telling me to do it. Saying every time if I do snitch on him, he was gonna get me. I'm scared. When he had the gun on you, what then you took? Then he threw the gun down and ran. Why would you tell Amanda? Because she was trying to say I was being mad. And trying to hurt Alana. I did not pull the trigger. But I like I walked said, in when it's going to happen. So if we find the gun, or we find the fingerprints on the trigger, and we find all that stuff is yours, I mean, you see what I'm saying? Sir, And the blood on the outside of your socks. I know Shoes. because I took off my shoes and I went there and put that dude and I moved the body. But the blood's on the top of your feet, so I mean, I can. I know because I had to lift up the body. Why didn't he do it? He said he didn't want to get any blood on him. Mais les enquêteurs ne rentrent pas dans son jeu. L'un d'eux explique à Aaron que ce qu'il raconte n'a aucun sens, qu'avec ses 20 ans d'expérience, il sait qu'un meurtrier ne tue pas quelqu'un comme ça, à l'improviste, pour ensuite menacer un témoin pour qu'il nettoie la scène de crime à sa place, puis jeter l'arme devant lui et s'enfuir en courant, alors que le témoin connaît son identité. Et en effet, ça paraît peu logique. Après avoir raconté à la police au moins 5 histoires différentes sur ce qu'il s'était passé, Aaron admet finalement avoir volé le pistolet appartenant au père d'Alana dans la chambre parentale au moins une semaine auparavant et avoir accidentellement tiré sur Alana avec cette arme alors qu'il se tenait derrière elle pour essayer de la décharger. Ensuite, il dit avoir paniqué, alors il a tiré le corps d'Alana dans le jardin pour faire croire à une agression et a joué le jeu de l'ami inquiet par la disparition de la jeune fille. Aaron est inculpé le 31 mars 2011, 2 mois jour pour jour après le décès d'Alana, pour meurtre avec préméditation, possession d'une arme à feu lors de la commission du crime de meurtre et vol d'une arme de poing.
J'en profite pour vous demander, si vous appréciez mon travail, d'envisager de vous abonner et de laisser un petit j'aime et un commentaire. Ça m'aide beaucoup. Alors merci. Son procès se tient du 6 au 9 février 2012. Amanda témoigne des événements qu'elle a vécus ce jour-là, de comment elle a dû pratiquer les gestes de premier secours sur sa petite sœur, recouverte de sang, de comment elle est morte dans ses bras. L'accusation frappe fort. Les enquêteurs racontent qu'à la suite de la mise en accusation d'Aaron, ils sont allés fouiller son domicile et ont trouvé une boîte à fusil, des munitions et un manuel d'utilisation de l'arme du crime. La police explique qu'ils ont déterminé qu'il n'était pas possible qu'Aaron ait apporté la boîte à fusil à son domicile pendant le bref intervalle au cours duquel Alana a été abattue, et qu'il a donc dû se la procurer au préalable. Donc, qu'il a volé l'arme du père d'Alana quelques jours avant le meurtre, et qu'il y avait donc préméditation. Dans son sac à dos, rangé dans le placard de sa chambre, la police a trouvé d'autres objets appartenant à la famille Callahan, notamment un iPod, un lecteur MP3 et un appareil photo. Par ailleurs, il s'avère qu'Alana avait perdu ses clés de maison environ une semaine avant sa mort. Ces clés ont été retrouvées plusieurs semaines plus tard sous le tapis de sol de la camionnette de la famille Callahan, à laquelle Aaron avait accès. Selon l'accusation, Aaron a pointé l'arme sur l'arrière haut de la tête d'Alana, qui ne s'est rendu compte de rien, et il a fait feu. Ils ont retrouvé le point d'entrée de la balle sur le bureau et ont réussi à retrouver la trajectoire. Au vu de l'angle qu'il retrouve, Aaron ne pouvait pas être trop éloigné d'Alana, car il ne mesure pas non plus 2 mètres. Alana avait une plaie à l'arrière du crâne et son menton était un trou béant. Nous en sommes venus au moment des réquisitions. La défense, elle, axe son discours sur le fait qu'Aaron est un enfant de 14 ans qui ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il a paniqué car il avait peur de perdre l'amour de sa famille d'adoption, lui qui en a cruellement manqué toute sa vie. Voici ce discours, je cite. « Au début de ce procès, je vous ai dit qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre de sang-froid, mais du cas d'un jeune garçon qui a vrillé. Pour être plus précis, Aaron a pété les plombs. C'est ce que vous voyez dans les preuves. C'est un garçon traumatisé, maltraité, négligé, qui a réalisé qu'un accident tragique a tué une fille qu'il aimait, issue d'une famille qu'il aimait, et qu'il a tout perdu. Le jour du 31 janvier 2011 a été une tragédie pour 2 enfants et 2 familles. Amanda Callahan a même très bien résumé la situation en déclarant que ce fameux jour, elle a perdu un frère et une sœur. La famille Callahan aimait Aaron. Aaron aimait la famille Callahan. Vous l'avez entendu de son propre cercle à lui. Il passait plus de temps chez eux que chez les siens. Il les appelait mère et père, frère et sœur, et il venait les aider à faire le jardinage. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour être proche de cette famille parce qu'il les aimait. Vous avez entendu les 3 membres de la famille d'Alana Callahan témoigner qu'Aaron n'aurait jamais fait de mal à Alana. Il n'a jamais montré la moindre agressivité envers aucun d'entre eux. C'était une journée normale, à tout point de vue. C'était en janvier, il avait froid, il n'avait pas de bonnet, alors il a relevé sa capuche sur sa tête et a mis ses mains dans ses poches. Il était puni parce qu'il a joué à un jeu interdit avec son cousin ce week-end-là, comme un gamin stupide, et il savait qu'il ne pourrait pas aller chez les Callahan pendant les 2 semaines suivantes. Donc, parce qu'il aimait cette famille, parce qu'il ne voulait pas que cette famille ait l'impression d'être rejetée, comme lui avait été rejeté toute sa vie, il pensait qu'il était très très important de leur faire savoir qu'il ne viendrait pas. Non pas parce qu'il ne les aimait pas, mais parce qu'il ne le pouvait pas. Il se dirige alors vers l'arrêt de bus. Il dit à Amanda « Tu sais, j'ai eu des ennuis, je ne peux pas venir pendant les 2 prochaines semaines, mais je reviendrai ensuite. » Et il recommence à marcher vers chez lui. Alors qu'il emprunte Miles Road pour rentrer chez lui, un chauffeur de bus le dépasse. Il a sa capuche sur la tête, les mains dans les poches. Ils interprètent cela comme s'il essayait de comploter quelque chose. Il avait juste froid, c'était en janvier, et alors qu'il marchait vers sa maison, vers une maison qui a été remplie de violence et de traumatisme toute sa vie, un endroit où il ne veut pas rester évidemment, il a commencé à tergiverser. Il traîne dans les bois parce que, soyons honnêtes, il préfère traîner dans les bois froids que chez lui. Puis, il se dit qu'il devrait peut-être y aller quand même, chez les Callahan, pour expliquer à Alana pourquoi il ne vient pas. Il avait peur qu'Amanda oublie de prévenir sa famille de pourquoi il n'était pas là. Alors il y va, il passe la porte, enlève ses chaussures,
Il sait qu'Amanda va revenir dans les 2 ou 3 minutes qui suivent. S'il préparait quelque chose d'horrible, pourquoi aurait-il enlevé ses chaussures alors qu'il sait qu'Amanda va revenir rapidement? Il entre, il parle à Alana. C'est tragique qu'il ait volé l'arme du père avant. Mais ce qui s'est passé ce jour-là dans ce salon, on ne sait pas. On ne sait pas à quelle distance il se trouvait de la victime. Vous avez entendu le médecin légiste témoigner qu'il n'y avait pas les signes typiques d'un coup à courte portée. Donc, il ne sait pas. Il aurait pu se trouver à l'autre bout de la pièce par rapport à Alana. Nous ne savons pas à quelle distance il se trouvait. Nous ne savons pas s'il était assis sur la table et jouait avec l'arme, comme il l'a dit, pour essayer de la décharger. Était-ce stupide de faire ça dans la maison? Oui. Mais c'est un gamin de 14 ans. Il n'a pas le bon sens que beaucoup d'adultes ont. C'est un enfant. Ce que nous savons, c'est que lorsque le coup de feu a été tiré, quand Alana est tombée, Aaron a paniqué. C'est un gamin de 14 ans. Je vous mets au défi de penser à ce qui se passerait si un accident tragique se produisait et que vous tiriez accidentellement sur quelqu'un que vous aimez. Aaron fit la seule chose à laquelle il pouvait penser pour sauver l'amour des Callahan. Il a paniqué. Il a réalisé qu'il venait de tuer une fille qu'il considérait comme sa sœur, qu'il aimait, à qui il n'aurait jamais fait de mal. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était penser à blâmer quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas un bon mensonge. Vous avez entendu le chauffeur du bus dire que ce jour-là, il était normal. Il ne broyait pas du noir. Vous avez entendu son cousin dire que tout ce week-end, toute cette journée, il était normal. Il ne broyait pas du noir. Il ne complotait rien. Il était juste un Aaron normal. Et pendant que la police l'interrogeait pendant des heures et des heures et des heures et le laissait là, il essayait de faire correspondre son histoire aux faits. Il ne savait pas quoi faire d'autre. Il se rend compte que son mensonge à propos d'un autre type ne va pas marcher. Et il dit lors de cet interrogatoire « Je ne voulais pas que les Callahan soient en colère contre moi. » Parce que c'est ce qu'il craint, cette peur d'un jeune homme de 14 ans. Pas la peur d'avoir tué une fille, mais la peur que cette famille lui en veuille. C'est un jeune de 14 ans. C'est un jeune de 14 ans qui a eu un accident tragique, qui essaie de trouver un moyen de sauver la seule famille qu'il a vraiment acceptée et qu'il a vraiment aimée durant toute sa vie. Il ne sait pas quoi faire. Il a complètement paniqué. Il a été traumatisé par tous les adultes de sa vie depuis qu'il était bébé. Et tout ce à quoi il peut penser, c'est « Oh mon Dieu, ça va se reproduire. J'ai fait une erreur stupide et cette famille qui m'a finalement accepté, qui m'a finalement aimé, que j'ai aimé plus que tout au monde, va être en colère contre moi et ils vont m'abandonner. » Il ne fait pas confiance aux adultes. Comment peut-il faire confiance aux adultes alors qu'il a subi des abus et que personne n'a rien fait? Ils ont laissé faire. Quand il a été laissé dans la voiture alors qu'il était enfant, ils ont dit « Oh, faites-le juste sortir ». Quand son frère aîné est né d'une relation incestueuse, ont-ils appelé la protection de l'enfance et l'ont-ils sorti de là? Non. Ils ont laissé cela se reproduire encore et encore, jusqu'à la naissance d'Aaron. Jusqu'à ce qu'Aaron soit laissé avec sa mère, qui à l'époque était jeune, avait 3 autres enfants, et qu'il a finalement été retiré de cette maison alors qu'il avait 5 ans. Et sa déclaration le montre bien. On voit un enfant qui essaye de se soustraire à ce qu'il s'est passé parce qu'il ne peut pas comprendre qu'un adulte puisse réellement, premièrement, croire qu'il s'agit d'un accident, et deuxièmement, ne pas le rejeter ou le punir pour cela. Après les faits, Aaron était traumatisé. Pour être tout à fait honnête, il n'a pas réagi comme une personne normale aurait réagi. Car Aaron n'est pas normal. Aaron est un enfant de 14 ans qui a subi 14 années de maltraitance et de négligence. Ce n'est pas parce qu'il est calme, parce que ses émotions ne sont pas celles auxquelles on pourrait s'attendre, qu'il a planifié un meurtre de sang-froid. Cela signifie qu'il est un enfant maltraité qui est coincé dans un incident traumatisant, un accident tragique qui le fait complètement paniquer, faute d'un meilleur terme. Je vous dirais, mesdames et messieurs, que les preuves de l'accusation sont fragiles. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas pu expliquer. Il est donc tout aussi probable qu'il s'agit d'un accident que d'autres choses, et peut-être plus probable encore. À côté de ça, il avait une bonne raison de posséder cette arme qui n'avait rien à voir avec Alana. Vous avez entendu son cousin témoigner que lui et Aaron avaient été volés par des garçons ce week-end-là. Vous avez également entendu sa sœur témoigner qu'il était rentré de l'école la semaine précédente avec des bleus sur le visage, et personne n'a rien fait pour régler cette situation. Que doit-il faire ? Il décide alors que c'est son travail de se protéger lui-même parce que les adultes ne l'ont pas protégé depuis le début. Ce n'était probablement pas une bonne décision. Il n'aurait pas dû prendre l'arme de Monsieur Callahan, et nous ne le contestons pas. Aaron connaissait l'emploi du temps d'Amanda.
Aaron savait qu'Amanda allait rentrer chez elle dans 1 minute ou 2. Il serait totalement insensé qu'il planifie un meurtre de sang-froid avec comme fenêtre de temps 2 minutes pour rentrer, tirer, cacher le corps et sortir. Même un enfant de 14 ans le sait. Même un enfant de 14 ans ne serait pas assez stupide pour faire ça. Vous avez également entendu que la famille Callahan et toute la famille d'Aaron témoignaient qu'Aaron aimait cette famille. Il les aimait plus que sa propre famille. Il avait enfin une famille qui l'acceptait, qui l'emmenait en vacances, qui lui donnait à manger, qui lui achetait des cadeaux et à qui il n'aurait jamais fait de mal. Il venait les aider à faire des travaux, à tondre leur pelouse, à prendre soin de leur maison. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour rester dans leur bonne grâce. Il n'aurait jamais fait de mal à cette famille. Et comme je l'ai expliqué, son comportement après coup n'explique rien. Cela ne fait pas de lui un tueur de sang-froid. Reparlons de l'altercation entre Madame Callahan et Aaron la semaine précédente. Vous avez entendu Madame Callahan dire qu'elle lui avait crié dessus et qu'elle était très en colère, alors qu'elle ne lui avait jamais crié dessus auparavant. Et puis vous avez entendu Amanda dire qu'elle était en colère mais qu'elle ne lui a pas crié dessus, qu'elle a juste un peu élevé la voix. Et d'après elle, Aaron a écouté. Il était respectueux, il a encaissé et il est rentré chez lui. Ce qu'il s'est passé, c'est un accident. C'est un accident qui n'aurait jamais dû se produire et quand cet accident s'est produit, Aaron a perdu la tête. C'est pour ça qu'il a agi de cette façon. Aucune préméditation n'a été démontrée. Il n'y a eu aucune malveillance. Tout ce que les témoignages ont montré, c'est qu'Aaron aimait cette famille et qu'il n'aurait jamais intentionnellement blessé quelqu'un. Et mesdames et messieurs, pour cette raison, je vous demanderai, après délibération, de rendre un verdict de non-culpabilité pour Aaron Schmidt sur la base d'un accident. Mais pour l'accusation, il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un assassinat. Pour eux, Aaron a voulu se venger d'Alana qui l'a dénoncé et qui ne l'a pas défendu quand Aaron est venu chez eux sans permission, ce fameux jour où il a été disputé par Betty et où elle lui a dit qu'il ne pourrait plus venir sans la présence d'un adulte. Pour eux, Alana a mis en péril sa relation avec la famille Callahan et il ne l'a pas supportée. Voici la réquisition de l'accusation, je cite. « Il est facile d'oublier la véritable raison pour laquelle nous sommes ici, et c'est à cause de ce doux visage. Elle avait 14 ans. Ce jour-là, elle est descendue du bus scolaire, elle est rentrée à la maison avec sa sœur et elle s'est connectée à Facebook, comme le font probablement la plupart des adolescents américains tous les jours. Elle n'a aucune idée du danger qui l'attend. Elle n'a aucune idée de l'homme qui se cache dans les bois, attendant l'occasion de frapper. Il faut tenir compte de la chronologie des événements dans cette affaire. Paul Callahan était absent de la ville. Il l'avait quitté 8 jours auparavant. Quelques jours plus tard, Aaron Schmidt se trouve dans la maison des Callahan sans autorisation. Alana rentre à la maison, voit que la porte d'entrée est ouverte et rentre courageusement dans la maison voir ce qu'il se passe. Elle entend un bruit qui lui fait très peur. Et c'est Aaron Schmidt. Il ne devrait pas être là. Puis Betty rentre et trouve Aaron seul avec sa fille de 14 ans, apparemment effrayée. Elle s'énerve, elle lui dit qu'il n'a pas le droit d'être là. Elle est en colère. Aaron prend timidement ses affaires et s'en va sans vraiment rien dire. Mais son sang bout. Pas contre Betty, non, mais contre Alana. Elle s'immisce désormais dans sa relation avec la famille Callahan. Aaron a peur, il craint peut-être de perdre cette famille qu'il aime. Pour lui, l'important dans cette famille étaient les garçons et Paul, les frères et le père qu'il n'a jamais eu. Aaron rentre du lycée à 14h. Pendant 1h30, sous la pluie glaciale, il se promène avec cette arme dans sa poche. Comme vous vous en souviendrez peut-être, cette arme, lorsqu'elle a été retrouvée avec le chien abaissé. Il a fallu appliquer une pression de 13 livres sur la gâchette pour faire feu, ce qui est beaucoup trop fort pour un simple accident. Il fallait le vouloir, il fallait mettre de la force pour appuyer. Il est entré dans cette maison avec cette arme qu'il leur a volée quelques jours plus tôt. Quand on parle de cette chronologie, Amanda est au bout de l'allée, juste ici. Elle voit le prévenu venir de la direction de chez lui. On le sait parce qu'il se retourne alors et repart dans cette direction. Alana descend du bus à 15h32. Probablement 2 ou 3 minutes plus tard, le conducteur du bus, qui a continué sa route, le voit ici même agir de manière très étrange. Les mains dans les poches, les mains sur l'arme à feu, une capuche sur la tête.
Il fait demi-tour et au moment où il arrive à ce panneau stop, il voit le prévenu non pas ici, chez lui, mais ici, à la limite du bois, probablement 5 ou 6 minutes après qu'Alana ait été déposée. Cela nous rend donc à environ 15h38, 15h39, et il fait ce trajet de 5 minutes jusqu'au fond des bois, et il attend. Il attend qu'Amanda Callahan reparte. Chase est arrivé à 15h52 et il était déjà descendu du bus quand Amanda est arrivée, et le trajet maison-arrêt de bus ne dure que 2 minutes environ. Elle est donc probablement partie vers 15h50. Elle récupère Chase, probablement vers 15h53, et elle est chez elle vers 15h55. Dans cette courte fenêtre de 5 minutes, l'accusé entre dans cette maison. Il enlève ses chaussures comme il le fait tous les jours, parce qu'il ne sait pas ce qu'Alana a fait là-dedans. Il doit être normal. Il entre avec une arme à feu, chargée, chambrée, prête à tirer. Il s'approche d'Alana Callahan et lui tire une balle dans la tête. Nous savons où il était, nous savons où elle était. Vous avez vu la trajectoire des balles sur cet écran d'ordinateur. Il enlève ses chaussures, il entre, il tire sur Alana. Elle tombe, il panique d'après ses propres dires. Puis il traîne son corps. Un corps de 50 kilos. À ce stade, il est à peu près ici. Il court jusqu'ici. Il cache l'arme au fond des bois. Il ne la jette pas juste comme ça. Il la cache, il la recouvre. Il raconte à Amanda cette histoire folle à propos de cette personne dont il ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble. Il sort alors en courant de la maison. Il remet ses chaussures et il fait le tour. À ce moment-là, il est encore là. Il fait semblant d'être malade. Il court vers le corps. Et l'appel au 911 est passé à 16h02. Ce n'est pas une coïncidence s'il a enlevé ses chaussures dans cette maison. Parce que s'il allait vraiment dans cette maison seulement pour dire à Alana qu'il était puni pendant 2 semaines, pourquoi a-t-il enlevé ses chaussures? Pourquoi a-t-il attendu les 3 minutes de la journée où il est seul avec Alana? Dans sa version, pourquoi attend-il ce moment précis pour vérifier et essayer de désarmer le pistolet? Un pistolet qu'il a depuis des jours. Un pistolet dont il a non seulement la boîte, mais aussi le manuel. A-t-il vraiment assez de temps pour s'asseoir et faire ce qu'il fait avec l'arme comme il le prétend? Non, parce qu'il s'agit d'un meurtre de sang-froid et prémédité. Voilà pourquoi. L'accusé savait qu'il n'était pas censé être chez les Callahan quand ces derniers n'étaient pas là. Il n'avait pas le droit de toucher aux armes. Il n'avait pas le droit d'être là à moins qu'un des 2 parents ne soit à la maison. Et plus précisément, il n'avait pas le droit d'entrer dans les chambres. D'où viennent ces règles? Parce que Aaron est obsédé par la famille Callahan. Dans sa déclaration aux enquêteurs, lorsqu'il lui pose des questions sur son compte Facebook, quel est son nom Facebook? Son nom est Aaron Callahan, pas Aaron Schmidt. Le juge va vous demander d'inculper de meurtre avec malveillance. Le meurtre avec malveillance est défini comme le meurtre commis par une personne qui cause illégalement la mort d'autrui sans y penser à 2 fois. La malveillance peut être délibérée ou implicite, sans provocation. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de mauvaise volonté ou de haine, mais la malveillance est l'intention illégale de tuer sans justification, excuse ou atténuation. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Comment le savons-nous? Il a traîné son corps à travers les bois. Il a inventé toute cette mascarade à propos de cet homme blanc ou noir pendant des heures. Il raconte cette même histoire folle au dispatcher du 911. Pendant son interrogatoire, ce cœur insensible n'a pas fait semblant de verser une seule larme jusqu'à 1 heure après le début. 1 heure. Cette fille qu'il est censé aimer, il parle d'elle comme s'il était un objet. Vous devez constater qu'il est coupable au-delà de tout doute raisonnable. Pas n'importe quel doute, mais un doute raisonnable. Il n'est pas raisonnable de devoir expliquer son comportement bizarre par des choses qui ne sont pas prouvées. Il a pointé l'arme sur la tête d'Alana. Il faut être réaliste à propos de toute cette histoire. Et dans toute cette mascarade, il n'a jamais expliqué comment ces munitions ou ce manuel s'étaient retrouvés chez lui. Il n'explique jamais pourquoi il décide de ramener cette arme à feu chargée chez les Callahan ce jour-là. Les enquêteurs lui ont posé la question à 4 reprises. Était-ce un accident? Aaron a toujours répondu que non. Finalement, quand les preuves sont trop lourdes contre lui, vous savez quoi? C'était un accident. Au début de ce procès, vous avez entendu dire qu'il a craqué, qu'il a pété les plombs, qu'il était à l'école et qu'il s'est fait tabasser, alors il a dû voler cette arme, il est allé là-bas et il a craqué. C'est ce que nous avons entendu au début. Et finalement, devinez quoi? C'était un accident.
Cette défense est une défense changeante et incohérente. Cela n'indique qu'une seule chose, la culpabilité. Je vous l'ai dit au début de ce procès, la vérité, elle, ne change jamais. Pauvre Alana, pauvre Betty et Paul Callahan, qui ont accueilli ce garçon chez eux, l'ont nourri à leur table et l'ont traité comme un fils. Ils le voulaient dans leur vie, pour leurs anniversaires, pour Noël. Ils n'imaginaient pas qu'ils leur enlèveraient leur précieuse petite fille. Elle n'ira jamais au lycée. Elle n'obtiendra jamais son diplôme d'études secondaires. Elle n'ira jamais à l'université et son père ne l'accompagnera jamais jusqu'à l'hôtel. Pourquoi ? Parce que Aaron Schmidt est égoïste. Il voulait ce qu'elle avait. Alors, dans son esprit malade et tordu, il s'est débarrassé du problème. Il s'est débarrassé d'Alana. Cet homme est coupable de tous les chefs d'accusation. Il est coupable de meurtre avec malveillance. Le 2 mars 2012, Aaron Schmidt est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre avec préméditation. À 5 ans de prison pour la possession d'une arme à feu à purger consécutivement à la peine de prison à vie, et à 10 ans de prison pour le vol avec appropriation d'une arme à feu à purger concurremment avec la peine de prison à vie. Mais Aaron fait appel. Entre autres, il soutient que son avocate a été inefficace dans sa représentation parce qu'elle a poursuivi une théorie de défense d'homicide volontaire, alors même qu'il n'y avait aucune preuve pour soutenir l'affirmation qu'il a tué Alana en raison d'une passion soudaine et irrésistible, un élément essentiel de l'homicide volontaire. Il soutient qu'en cherchant à obtenir l'homicide volontaire, l'avocate a abandonné la défense viable de l'homicide involontaire. Je cite, en faveur d'une défense concoctée qui n'est pas soutenue par les preuves. De plus, il affirme que sa condamnation à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle constitue une violation de l'interdiction du 8e amendement relative aux peines cruelles et inhabituelles parce qu'il est mineur à l'époque. Son appel est rejeté. La Cour d'appel estime qu'il a déjà été déterminé qu'il n'y avait aucune preuve d'homicide involontaire, de sorte que l'omission de poursuivre l'homicide involontaire en tant que défense n'aurait pu avoir aucun effet sur le résultat du procès, et par conséquent, qu'Aaron Schmidt n'a pas été lésé par l'omission. Enfin, elle estime que sa requête selon laquelle sa sentence est une peine cruelle et inhabituelle n'est pas fondée. Lors de sa condamnation, Aaron était l'un des 5 adolescents de l'État de Géorgie condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lui et un autre adolescent sont les plus jeunes à avoir été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle à l'âge de 15 ans, alors que c'est normalement une peine réservée aux adultes. 11 États n'ont pas d'âge minimum pour juger des enfants comme des adultes. Alaska, Floride, Hawaï, Idaho, Maine, Michigan, Pennsylvanie, Rhode Island, Caroline du Sud, Tennessee et Virginie. Certains États autorisent les enfants à être poursuivis en tant qu'adultes dès l'âge de 10, 12 ou 13 ans. Il est même arrivé que des enfants âgés de 8 ans seulement aient été poursuivis comme des adultes. Les États-Unis détiennent 40% des prisonniers condamnés à perpétuité dans le monde, soit plus que dans n'importe quel autre pays. Alana May Callahan est née le 23 octobre 1996 et est décédée le 31 janvier 2011, à l'âge de 14 ans. Elle est enterrée le 5 février 2011 au Bellevue Memorial Gardens. D'après son faire-part de décès, je cite, Alana était une étudiante au collège de Harlem. Elle fréquentait les églises baptistes Bethesda et Pineview où elle était active dans les groupes de jeunes. Alana aimait sa famille et ses amis et était connue pour son sourire contagieux. Elle aimait passer du temps avec ses amis et faire du quad. Alana a touché de nombreuses personnes tout au long de sa vie. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.